Amandine Estrabot disparaît le 18 juin 2013 dans des circonstances troublantes et sans laisser de traces, ou presque. Cette disparition survenue dans le Tarn a marqué toute une région car elle soulève une question cruciale qui est récurrente dans ce type d'affaires. Peut-on condamner un homme sans corps, sans preuve matérielle et sans aveu? On se retrouve juste après ça. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous parler rapidement d'un sujet un peu plus personnel. Vous le savez peut-être si vous me suivez sur ma chaîne secondaire qui s'intitule Les coulisses de Marine B. Je vous ai parlé ces dernières semaines, ça fait vraiment quelques semaines, voire même quelques mois maintenant que je vous parle de ma fatigue psychologique, de ma remise en question et du fait que je pense être en train de faire un burn-out et que d'ailleurs, si ça continuait sur le long terme, je voulais consulter parce qu'en effet, même si aujourd'hui après des vacances, je peux me sentir un peu mieux, c'est une problématique qu'il faut prendre à bras le corps. C'est pas parce qu'on se sent mieux à un instant T que ça va aller mieux sur le long terme. C'est pour ça que j'ai sérieusement pensé à consulter donc un professionnel et on va dire que j'ai eu comme un signe puisque j'ai été très récemment contactée par le sponsor de la vidéo du jour qui m'a donné envie de sauter le pas. Il s'agit de BetterHelp. Alors BetterHelp, si vous ne le savez pas, c'est une plateforme de thérapie qui est 100% en ligne. J'en avais déjà entendu parler, il y avait plusieurs choses qui m'avaient interpellée. Déjà, ce que je trouve pratique chez BetterHelp, c'est que tout se passe en ligne, comme je vous le disais. De mon côté, j'ai déjà essayé de consulter des thérapeutes, on va dire, de manière plus classique et ça n'a jamais fonctionné. Donc c'est quelque chose qui ne fonctionne pas avec moi. Et donc tester BetterHelp pour moi serait peut-être la solution la plus adaptée. Pour commencer, c'est super simple. Il suffit tout simplement, comme je vous le montre ici à l'écran, de remplir un petit questionnaire sur ses besoins. Puis ensuite, on va être mis en relation avec un ou une thérapeute français certifié, adapté à nos envies, à nos besoins et avec qui on peut échanger par message, téléphone ou visio. Ce qui, selon moi, peut mettre plus à l'aise. Et ensuite, il ne reste plus qu'à fixer une date de première séance. Et ce qui est bien, c'est que vous êtes totalement en contrôle. Vous pouvez mettre votre abonnement en pause ou le stopper à tout moment parce que c'est un abonnement sans engagement. Et par exemple, si vous partez en vacances et que vous n'avez pas prévu de consulter votre thérapeute, vous mettez en pause et vous n'avez rien à payer. Et d'ailleurs, si la personne qui vous est proposée ne vous convient pas, vous pouvez changer facilement de thérapeutes. D'ailleurs, en parlant de ces derniers, ce sont des thérapeutes qui sont expérimentés, qui sont inscrits à l'ARS, donc à l'Agence régionale de santé. Pour moi, c'est vraiment une plateforme qui permet de faire un premier pas qui est beaucoup moins intimidant. Donc si vous aussi vous sentez que ça pourrait vous faire du bien, je vous propose une réduction à travers un lien que je vous mets à l'écran ici, en commentaire épinglé de ma vidéo et aussi en description de cette vidéo. Donc c'est un lien qui vous donne une réduction de 10% sur votre premier mois. Et comme vous le savez, ça permet aussi de soutenir ma chaîne, ce qui n'est pas négligeable. Donc merci à BetterHelp de sponsoriser cette vidéo et à tous surtout, prenez soin de vous. Amandine Estrabot a 30 ans au moment de sa disparition en 2013. Elle a grandi à Roquecourbe, une petite commune du Tarn située en région Occitanie. Avec ses quelques 2000 habitants, c'est un village où tout le monde se connaît. Et Amandine ne fait pas exception. Plus jeune, elle faisait partie du comité des fêtes, ce qui lui a permis de tisser de nombreux liens avec les habitants. Fille de Pierre Estrabot et de Monique Cyr, Amandine est décrite par ses proches comme une jeune femme pétillante, intelligente, avec de l'humour, pleine de projets et très proche de sa famille.
Elle passe beaucoup de temps avec sa mère, avec qui elle entretient une relation très complice et également très liée à son frère Rémi, avec qui elle a grandi dans la commune. Tous deux sont, comme on dit, des enfants du pays. Pendant sa relation avec son compagnon de l'époque, Amandine avait fait construire une maison dans le lieu-dit de Cantégaline. Donc c'est un petit hameau qui est rattaché à Roquecourbe. Alors le hameau, il est vraiment petit, il est composé d'une 20aine de maisons seulement. Et sa maison à elle est située à l'écart. C'est une maison qui est relativement isolée, avec un jardin peu entretenu qui donne directement sur un champ. Il est un peu entouré d'herbes hautes. Les images d'archives d'ailleurs de Google que je vous montre ici à l'écran montrent clairement qu'à l'époque des faits, la maison était encore récente, puisqu'en 2010 elle n'était pas construite, et je crois qu'elle a été construite 2 ans après. Finalement, les choses de la vie font que le couple finit par se séparer et Amandine décide de mettre le pavillon en vente sur différents sites internet, dont Le Bon Coin. Et finalement, elle va rapidement se raviser et elle décide d'y habiter seule. Côté professionnel, elle travaille comme assistante d'éducation ou surveillante au lycée professionnel Anne Vaught qui est situé au 46 boulevard Magenta à Castres. Castres qui est une ville de plus de 40 000 habitants et qui est située à une 20aine de minutes de route au sud de chez elle. Elle a d'ailleurs vécu à Castres pendant un temps dans le quartier de la Gare avec son ex-compagnon. Le problème pour Amandine, c'est qu'elle ne possède pas de voiture. Donc ce qu'elle fait généralement, c'est qu'elle demande à ses collègues de travail de la raccompagner chez elle lorsqu'elle a terminé sa journée. Et là, on arrive le jour fatidique, donc le jour de sa disparition. On est le mardi 18 juin 2013. Amandine part, comme à son habitude, travailler à Castres au lycée. Elle a prévu de passer un peu de temps avec sa mère le lendemain, puisque comme je vous l'expliquais, elles sont très proches. Donc dans l'après-midi, sa mère Monique va tenter de la joindre, elle n'obtient aucune réponse, même dans la soirée, pas de réponse. Et le lendemain, donc elle va se rendre chez sa fille en se disant elle a peut-être juste pas répondu, mais on a prévu de se voir, donc je vais aller voir ce qu'il en est. Donc là, on est le mercredi 19 juin et le silence est quand même assez inhabituel. C'est pas du tout représentatif de sa fille. Et en plus, ce qu'elle va découvrir en se rendant au domicile d'Amandine, c'est quand même très angoissant. C'est-à-dire que déjà, la porte d'entrée n'est pas verrouillée et qu'elle découvre au domicile de sa fille toutes ses affaires. Donc son manteau sur une chaise, son sac avec toutes ses affaires à l'intérieur, son téléphone portable. Donc là, elle se dit, mais c'est super étrange, il n'y a aucune trace de sa fille dans la maison, il n'y a aussi aucune trace de dérangement, il n'y a aucune trace de violence, il n'y a aucune trace d'un potentiel cambriolage, c'est comme si sa fille s'était littéralement volatilisée. Très rapidement, donc, Monique va appeler la gendarmerie de Roquecourbe. Et tout de suite, les gendarmes vont se rendre sur place et vont faire des repérages en présence de Monique. En effet, ils se rendent compte qu'il n'y a aucun élément suspect, aucune trace suspecte, pas de trace de sang, pas de signes de lutte dans la maison et aussi pas d'effraction. Tout semble en apparence figé, sauf qu'ils vont finalement passer par la porte-fenêtre à l'arrière de la maison qui donne sur le jardin et sur les hautes herbes. On va dire que le jardin, je vous le disais, n'était pas très bien entretenu et donc avec des très hautes herbes. Et là, ils aperçoivent des choses assez troublantes et inquiétantes et difficiles à expliquer. C'est-à-dire qu'à un endroit du jardin, l'herbe a visiblement été foulée puisqu'elle est retrouvée couchée sur une large zone de 3,50 m sur 1,50 m, comme si quelqu'un s'y était allongé ou comme s'il y avait eu lutte à ce niveau-là. Également va être retrouvée la paire de ballerines que portait Amandine donc la veille, donc le jour présumé de sa disparition, et aussi une paire de boucles d'oreilles avec des fermoirs qui sont déformées, comme si les boucles d'oreilles avaient été arrachées. Et donc effectivement, c'est plutôt inquiétant et c'est au départ assez inexplicable. Évidemment, on déclare la disparition inquiétante d'Amandine et au départ, toutes les hypothèses sont envisagées. On pense à la disparition volontaire, on pense peut-être même qu'elle avait un problème psychologique et qu'elle aurait pu fuir à travers son jardin, on ne sait pas. On pense qu'elle ait pu mettre fin à ses jours, mais on pense aussi à l'hypothèse d'un crime et d'un enlèvement. Le plus important pour les enquêteurs à ce moment-là, c'est évidemment de retracer le parcours de la jeune femme jusqu'à sa disparition et d'ailleurs déterminer
une plage horaire de sa disparition, qui est la personne qui l'a vue la dernière fois, qu'est-ce qu'on peut envisager pour essayer de la retrouver. Les gendarmes vont très vite faire des recherches pour connaître l'emploi du temps de la jeune femme et ils se rendent compte que ce qui est sûr, c'est que la dernière fois qu'elle a été aperçue, c'est la veille de l'appel de la mère aux gendarmes, donc le mardi 18 juin 2013. D'ailleurs, sa présence au lycée Anne Vaught à Castres est confirmée. Donc il y a évidemment ses collègues qui vont être interrogés, un petit peu tout le monde. Apparemment, Amandine avait demandé à un de ses collègues, comme à son habitude, de la ramener chez elle, mais finalement, il ne pouvait plus. Il avait un autre impératif et elle avait pris la décision de rentrer à pied. Alors attention, ce n'est pas un petit trajet, puisque le trajet, et j'ai dû regarder plusieurs fois pour m'assurer que c'était bien ça, c'est en effet un trajet qui est long de 13 km pour un total quand même de 2h50 à pied. Donc c'est clairement pas négligeable. Après, la jeune femme, c'est quand même quelqu'un qui est connu pour être assez sportive, donc c'est clairement quelque chose qui ne lui faisait pas peur. Elle est partie donc à pied de l'établissement où elle travaille à 13h10 et elle a ensuite été aperçue 1 heure plus tard environ, donc vers 14h15, dans la commune des Salvages, non loin d'un arrêt de bus. Et c'est la dernière fois qu'elle sera formellement vue en chemin. Ensuite, on ne sait pas trop par où elle passe, mais on est sûr, et ça grâce à l'intervention de la voisine Karine, qu'elle est rentrée chez elle. Donc elle n'a pas disparu sur le trajet. En effet, c'est Karine, donc sa voisine, qui révèle cette information capitale. Elle va voir Amandine rentrer chez elle, mais d'ailleurs, elle ne la voit pas seule puisqu'elle sort d'une voiture qu'elle peut identifier à ce moment-là comme un Renault Trafic blanc. Donc elle voit Amandine partir vers sa porte d'entrée et elle est suivie de près par un homme qu'elle n'a vu que de dos. Selon son témoignage, l'homme mesure environ 1m70, il est de corpulence plutôt charpentée et a des cheveux châtains. Il est vêtu d'un pantalon gris muni de poches avec des bandes orange réfléchissantes, un détail vestimentaire qui évoque évidemment une tenue de travail typique d'un ouvrier. Devant sa porte, Amandine ne semble pas du tout stressée, pas du tout contrainte. Au contraire d'ailleurs, Karine dit qu'elle est plutôt même détendue. On voit qu'elle est en équilibre, vous savez, où elle pose son sac sur son genou pour retrouver ses clés. Elle va les trouver, elle va rentrer, puis elle est suivie par cet ouvrier. Et puis ensuite, Karine, la voisine, ne va pas les observer toute l'après-midi, puis elle va faire sa vie. En tout cas, ce qu'elle rapporte, c'est que clairement, on avait l'impression qu'elle n'était pas forcée à faire entrer cet homme, même qu'elle peut connaître cet homme, puisqu'elle n'était pas du tout stressée, et qu'elle avait une raison de le faire rentrer volontairement chez elle. Donc on est 2 heures plus tard. Il faut savoir qu'il était à peu près 16 heures quand Karine a observé cette scène, donc avec la voiture qui se gare et Amandine et cet homme mystérieux qui rentre chez elle. Et puis 2 heures après, donc vers 18h, elle ressort parce qu'elle doit aller chercher son enfant à l'école. Elle se rend compte à 18h que cette voiture n'est plus garée devant la maison, devant le domicile d'Amandine. Mais on se rend compte, avec l'enquête des gendarmes, que Karine est la dernière personne à avoir vu sa voisine en vie, parce qu'à partir de 16 heures, finalement, plus personne ne l'a vue, plus personne ne l'a eu au téléphone. Elle s'est volatilisée et donc, évidemment, vous vous doutez bien, ce qui importe, c'est de retrouver cet homme qui semble être la dernière personne à lui avoir parlé, à l'avoir vu et peut-être même qui pourrait donc même être au courant et donc impliqué dans la disparition de la jeune femme. En attendant d'identifier cet homme, il y a évidemment très rapidement des recherches terrain qui vont être réalisées. Le problème, c'est que c'est quand même assez complexe puisqu'on est dans une région où il y a beaucoup de forêts, où il y a beaucoup de dénivelé et il y a quand même pas mal de points d'eau. Donc il y a des forêts denses, des sentiers escarpés, des terrains agricoles et la rivière de Lagou qui serpente entre Cantégaline et Roquecourbe. Donc on a des gendarmes qui sont appuyés par des équipes cynophiles, des plongeurs et des bénévoles qui ratissent la zone pendant plusieurs jours, mais malgré l'ampleur des moyens déployés, aucune trace d'Amandine n'est retrouvée. Un appel à témoins est également rapidement lancé afin de retrouver la jeune femme disparue. Donc dessus, on voit que c'est une jeune femme brune qui a des cheveux longs et qui mesure
1,65 m, mais il est également indiqué que cette dernière portait le jour de sa disparition un chemisier brun, une veste marron clair et une jupe brune droite tombant au-dessus du genou. La photo de la jeune femme a été montrée à de nombreux habitants du village de Roquecourbe, mais aussi à des riverains du quartier de la gare de Castres où elle a habité avec son ex-conjoint. Donc, très rapidement, il y a une forte mobilisation qui s'organise autour de la disparition d'Amandine. Il y a les habitants de la région, mais également les proches d'Amandine et ses amis qui vont tout faire pour la retrouver. Ils vont également mettre en place une page de soutien sur Facebook qui va être créée 2 jours après la disparition, intitulée « Pour Amandine, pourvu que tu nous reviennes ». Elle devient un point de ralliement pour relayer l'appel à témoins, partager des informations et entretenir l'espoir. Sur le terrain, il y a également Rémi, le frère d'Amandine, qui va prendre les choses en main. Il coordonne les campagnes d'affichage, placarde des avis de recherche dans toutes les communes et hameaux des environs. Chaque arrêt de bus, chaque panneau libre, chaque vitrine devient un support pour le visage de sa sœur. Mais malgré tout ça, il n'y a aucune véritable information, aucun véritable témoignage qui ressort. Et au fur et à mesure que le temps passe, les gendarmes, les enquêteurs, mais aussi les proches d'Amandine ne pensent plus du tout à une disparition volontaire, ne pensent plus du tout à une piste accidentelle, mais pensent vraiment à la piste de l'enlèvement. Pour ses proches, Amandine a été contrainte de quitter son domicile et de partir de chez elle. Donc tout de suite, on pense à qui ? On pense à l'ancien compagnon d'Amandine qu'elle a quitté 1 semaine avant. Donc effectivement, ils se séparent 1 semaine avant, elle disparaît 1 semaine après. C'est vrai qu'au niveau timing, c'est évident qu'on allait s'intéresser à ce profil. Bon, il n'y a pas énormément de choses qui sont dites sur l'ex-petite amie d'Amandine, mais j'ai l'impression qu'il avait un sérieux alibi puisqu'il a été placé en garde à vue et qu'il est ressorti libre sans aucune charge contre lui. Et les recherches vont se concentrer donc évidemment sur la fameuse piste du fourgon blanc qui semble être quand même la plus sérieuse, qui a été observée par la voisine d'Amandine. Pour cela, la téléphonie de la jeune femme va être épluchée. Apparemment, rien de bien suspect n'est retrouvé dans cette téléphonie. Et les gendarmes vont faire le tour des entreprises de menuiserie, charpenterie, maçonnerie, plomberie ou encore des travaux publics de la région pour partir à la recherche de cet homme mystérieux qui aurait ramené Amandine chez elle le jour de sa disparition. Ils ont réussi à mettre en lumière et à étudier 52 profils d'hommes, dont 17 sérieusement, qui pourraient correspondre au signalement de la voisine de la disparue. Les recherches s'arrêtent sur une entreprise de Roquecourbe qui possède un vieux fourgon, alors un fourgon blanc Renault Master, semblable à celui observé garé devant le domicile d'Amandine. Ce qui interpelle également les enquêteurs, ce sont les tenues vestimentaires des employés. Alors ça va être exactement le même pantalon gris avec les poches et les bandes oranges réfléchissantes. Donc identique évidemment à celui que portait l'homme mystérieux au fourgon blanc qui aurait vu Amandine pour la dernière fois. Il y a un maçon de cette entreprise qui va retenir l'attention des gendarmes, des enquêteurs. Il s'agit de Guéric Géano. Ce jeune homme, qui est un ancien granitier, est âgé de 25 ans. Et il a, comme Amandine, vécu et grandi à Roquecourbe. Donc lui aussi, c'est un peu un enfant du pays. D'ailleurs, Rémi, le frère d'Amandine, le connaissait très bien puisque ils ont passé beaucoup de temps quand ils étaient plus jeunes ensemble. Et bon, même si ils ne connaissaient pas vraiment Amandine plus que ça et qu'ils n'étaient pas amis, ils se connaissaient tous deux au moins de vue. Karine va évidemment être sollicitée pour confronter son témoignage au profil de cet homme. Alors déjà, elle est formelle, elle reconnaît le pantalon. C'est exactement le même que portait l'homme mystérieux devant le domicile d'Amandine. Par contre, elle ne va pas identifier Guéric formellement. En effet, je vous l'avais dit, l'homme qu'elle a aperçu, elle l'a vu de dos. Donc c'est vrai que c'est compliqué pour elle pour savoir s'il s'agissait bien de Guéric ou pas. En plus de ça, elle connaît Guéric, en tout cas elle connaît de vue aussi Guéric. Comme je vous le disais, là-bas tout le monde se connaît. Donc elle dit oui, ça pouvait être lui, mais je peux pas être sûre à 100% que c'est lui. Et donc elle n'a jamais pu identifier formellement Guéric. Je trouve ça plutôt honorable, puisque si elle est pas sûre, elle va pas dire oui. Apparemment, de ce qu'elle rapporte dans certains médias,
Ils auraient quand même voulu lui faire dire que c'était lui, quoi. Mais elle est restée droite dans ses baskets. Par contre, c'est le même pantalon et effectivement le même type de fourgon que j'ai vu. Faut savoir qu'au total, elle a été entendue 7 fois, Karine, par les enquêteurs afin de préciser son témoignage. Mais comme je vous le disais, elle ne reconnaîtra jamais formellement Guéric comme étant l'inconnu du fourgon blanc. Pourquoi est-ce que d'un coup les enquêteurs se sont intéressés à Guéric? Qu'est-ce qui a fait que tout de suite ils se sont penchés sur lui? Eh ben, c'est pas parce qu'ils sont tombés fortuitement dessus, que le profil les a interpellés tout de suite, non. C'est parce que c'est sa mère à Guéric, qui s'appelle Irma Votero, qui en avril 2014 va appeler la gendarmerie et elle va même s'y rendre pour expliquer que le comportement de son fils l'inquiète, alors même qu'à ce moment-là, il n'était pas du tout impliqué ou même soupçonné dans l'affaire de la disparition d'Amandine Estrabo. Selon les propres dires de la mère de Guéric, son fils n'arrêtait pas de lui répéter qu'il n'était pas un assassin, et je cite ce qui a été dit, « S'il retrouve du sang dans ma voiture, c'est celui des truites. » Parce que oui, en effet, Guéric est un cueilleur de champignons et il aimait bien pêcher dans la région. Il aurait un comportement préoccupant, agité, et inquiet, et en plus de ça, il était un peu parano, il se sentirait suivi. Il dit quelque chose d'assez troublant lorsqu'il va à la pêche dans un lieu-dit qui s'appelle le Gouffre. Il dit à sa mère, je vais citer ce qu'elle a dit, voir des choses bizarres, un homme avec une pelle et qu'il sent une odeur nauséabonde, une odeur de mort. En fait, elle va essayer de le réexpliquer plus tard en disant oui, lui il voyait quelqu'un faire ça et donc il m'a prévenu, mais il n'a pas prévenu les gendarmes, c'est bizarre. Et il y a plein de choses qui collent pas dans ce qu'il dit, parce que les enquêteurs disent plus que c'était comme s'il était peut-être en plein délire, quoi. D'ailleurs, Irma va croiser un jour après la disparition la mère d'Amandine, Monique, dans la rue, tout le monde se connaît, elle papote un peu, et elle va dire, oui, mon fils, il dit des choses étranges, il dit que ce n'est pas un assassin, tout ça. Donc évidemment, Monique va tout de suite penser et faire le rapprochement avec la disparition de sa fille. Elles font le lien entre la disparition d'Amandine et les propos tenus par Guéric. Et donc c'est sur les confessions de sa propre mère, donc d'Irma, qu'un an après la disparition, soit le 17 juin 2014, donc presque jour pour jour, que le maçon est placé en garde à vue. Alors lors de son interrogatoire, il semble nerveux et hésitant, mais il va nier toute implication dans la disparition d'Amandine. Selon le planning de son entreprise, il n'était pas à Roquecourbe, mais il était à Castres sur un chantier. Une preuve de l'existence du chantier a été rapportée aux enquêteurs et le patron et les salariés de l'entreprise y confirment sa présence. Donc faute d'éléments incriminants, Guéric va sortir libre de sa garde à vue, mais pour autant les enquêteurs gardent un œil sur lui parce que pour eux, il y a quelque chose qui va pas dans son comportement. Et donc l'enquête va se poursuivre et va indiquer plus d'éléments assez troublants concernant Guéric. En effet, il semblerait qu'il n'ait pas tenu des propos assez troublants seulement à sa mère, mais également à des proches, des amis à lui. D'ailleurs, ses amis vont dire que c'est un gars un peu bizarre, qui tourne pas rond, et il y a même un couple d'amis proches de lui qui va expliquer que Guéric n'arrêtait pas de répéter qu'il n'était pas un assassin et qu'il était foutu. D'ailleurs, il y a un soir où ils regardent ensemble un épisode de Plus belle la vie, où d'ailleurs ça parlait apparemment d'un enlèvement et d'un meurtre, et lui va dire à voix haute « on raconte mon histoire ». Donc les gendarmes vont évidemment se pencher un peu plus sur le profil du jeune homme, ils vont découvrir qu'il vit encore chez sa mère, que sa vie amoureuse est assez chaotique, en fait il s'était fait quitter assez récemment par son ancienne petite amie, et également, ça allait pas trop parce qu'il avait vécu aussi quelque temps avant une rupture professionnelle puisqu'il a été licencié pour motif économique. Sinon, en dehors du travail, il passe le plus clair de son temps chez lui à jouer à des jeux vidéo, donc à la PlayStation 3, mais également à regarder des contenus pour adultes. Il aurait été rapporté qu'il préférait regarder des contenus pour adultes que d'avoir de véritables relations avec des femmes. Cependant, concernant cette consommation de contenu pour adultes, elle était vraiment excessive, c'est-à-dire qu'il se connectait plus de 70 fois par jour en moyenne à des contenus pour adultes, quoi. En plus de ça, on le décrit comme ayant deux visages, donc un visage plutôt discret, timide quand il était à jeun, mais quand il buvait, il était complètement désinhibé, c'était une toute autre personne. Les gendarmes vont rester vraiment focalisés sur l'emploi du temps du suspect. Ils vont essayer d'avoir un peu plus d'informations
Et là, il y a son employeur qui va revenir un peu sur ce qu'il disait. Il a dit, j'ai fait des vérifications un peu plus poussées. Et finalement, c'est possible que ce jour-là, le mardi 18 juin 2013, il n'était pas à Castres finalement, puisque c'est vrai que dans l'après-midi de cette journée-là, donc de la disparition, il a, avec 2 collègues, pris livraison de béton à Roquecourbe pour couler une terrasse au Mas d'Anfos. Le Mas d'Anfos, c'est un autre petit lieu-dit qui est situé à seulement 6 minutes en voiture du domicile d'Amandine. Donc il était avec d'autres collègues, mais ces collègues-là sont incapables de dire si oui ou non à un moment donné il a quitté le chantier. Mais en tout cas, il y a une plage horaire qui lui permettait de le faire, puisque il y a environ 1 heure, 1 heure et demie pendant son chantier entre le moment où ils ont déversé le béton et au moment où il faut le talocher. Et apparemment, ça aurait été taloché vers 17h, selon ce qu'a rapporté le chef d'équipe, mais il n'est pas vraiment sûr de ce qu'il dit. En tout cas, il peut pas l'affirmer à 100%. Donc en gros, il y aurait quand même une plage horaire assez conséquente pour qu'il puisse prendre la voiture et potentiellement tomber sur Amandine. En tout cas, son alibi premier tombe à l'eau, puisqu'il n'est pas à Castres, il n'est pas toute la journée sur un chantier, et qu'il est vraiment bien plus proche que ça, et qu'en plus de ça, il ait pu totalement prendre la voiture et partir sans que personne ne s'en rende compte, ou en tout cas fasse réellement attention. Parce que oui, il y avait un 2e chantier non loin de là, à Roquecourbe aussi, et apparemment il devait s'y rendre seul, donc il aurait emprunté le fourgon pour s'y rendre. Et on pense potentiellement que c'est à ce moment-là, en fait, quand il est parti, pendant le moment d'attendre avant de talocher le béton, on pense qu'il a pris la voiture, donc la camionnette de l'entreprise, pour aller seul sur le 2e chantier, et à ce moment-là, il a dû tomber sur Amandine qui était à pied, parce qu'effectivement, le Mas d'Anfos, c'est vraiment sur la route de retour à pied que Amandine aurait emprunté. Et donc, il aurait proposé à Amandine de l'embarquer et de la ramener chez elle, et à partir de ce moment-là, ça aurait mal tourné. Mais surtout, pourquoi est-ce qu'elle l'aurait fait rentrer? Et en fait, on a une explication à ça, puisque Amandine avait déjà exprimé le fait qu'elle avait un souci d'infiltration dans un mur de chez elle. Donc elle tombe sur quelqu'un qu'elle connaît, un enfant du pays, qu'elle connaît bien puisque son frère le connaissait bien. Elle lui en parle sur le chemin en voiture du fait qu'il y a un souci chez elle d'infiltration. Lui va peut-être proposer derrière d'aller vérifier. Et donc ça coïncide avec le fait qu'on voit un homme rentrer derrière Amandine chez elle, et après on ne sait pas ce qui s'est passé. Est-ce que il aurait tenté de faire une approche avec elle? Est-ce que ça se serait mal passé? Est-ce qu'il aurait abusé d'elle? Ensuite, il l'aurait tuée et ensuite il se serait débarrassé du corps? C'est possible. En tout cas, ce sont des questions que se posent légitimement les enquêteurs qui travaillent sur la disparition. Ils apprennent en plus de ça que Guéric était, et en tout cas avait exprimé le fait qu'il trouvait Amandine sexy. Il avait dit à un de ses amis qui semblait être intéressé par elle. Donc selon ce qu'il avait rapporté, elle ne le laissait pas indifférent. La mère de Guéric, Irma, rapporte elle que le soir de la disparition, le Guéric est rentré en début de soirée, et qu'il a passé donc toute la soirée, voire la nuit, à jouer à sa PlayStation 3. Cependant, et c'est ça aussi qui va mettre un peu le doute dans l'esprit des enquêteurs et pas que, les données de la console indiquaient que cette soirée de la disparition, c'est la seule de la semaine où la PlayStation 3 n'a pas été allumée. Donc on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il aurait profité de cette soirée pour peut-être aller dissimuler un peu mieux le corps d'Amandine? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a pris sa propre voiture? En tout cas, ça, on ne le sait pas, mais clairement, il a menti sur quelque chose d'assez important, on va dire. Ça met des soupçons dans la tête de tout le monde. Donc évidemment, avec ces nouveaux éléments-là, il va être placé une 2e fois en garde à vue, mais c'est pas tout de suite après la première garde à vue. C'est 2 ans après la première garde à vue, et donc 3 ans après la disparition. On est le 7 avril 2016. À ce moment-là, Guéric est âgé de 28 ans. Lors de cette nouvelle garde à vue, à nouveau, il est stressé, il est un peu fébrile, il n'est pas clair dans sa version des faits, mais il va reconnaître un petit peu l'existence de ces chantiers dont on parle, mais par contre il va changer de version sur des périodes, il va s'adapter lorsqu'on se rapproche de la plage horaire de la disparition. Il dément toujours formellement avoir fait disparaître
Amandine. À la suite de cette garde à vue, il est donc mis en examen pour enlèvement et séquestration et il va être placé en détention provisoire le 9 avril 2016. La mère d'Amandine, elle tombe un peu dénue. Elle se dit mais comment c'est possible qu'il ait fait ça, parce qu'elle aussi, elle le connaît rapidement. Mais elle se dit bon, au moins on a un suspect, maintenant on n'attend plus qu'une chose, c'est qu'il parle, qu'il nous dise ce qu'il a fait d'Amandine. Finalement, on apprend 2 mois après son incarcération, donc le lundi 13 juin 2016, que Guéric Jeannot se voit en plus poursuivi de viol et de meurtre. Donc vraiment, on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on lui rajoute ces chefs d'accusation? Et là, on va apprendre qu'il s'est confié à 4 co-détenus différents en expliquant ce qu'il a fait avec Amandine, c'est-à-dire qu'il a abusé d'Amandine, qu'ensuite il l'a tuée, et il va même réaliser 2 croquis avec le nom d'Amandine écrit dessus, donc il n'y a vraiment pas de suspense, il n'a pas dessiné quelque chose comme ça qui n'a rien à voir avec Amandine, puisqu'il a écrit Amandine sur ses croquis. Donc un premier représentant le lieu où il l'aurait ensevelie nue, recouvert de chaux, et un deuxième où il aurait enterré les bijoux de la victime. Très rapidement, il va y avoir des fouilles qui vont être organisées, réalisées, avec la présence de Guéric Jeannot, des fouilles qui vont être entreprises notamment dans le site d'Obre, qui est une région montagneuse de la région. Donc évidemment, ils vont se rendre sur les lieux indiqués par le mis en examen sur ses croquis. Mais ces recherches ne vont rien donner. Puis Guéric va finalement expliquer que il avait un peu raconté n'importe quoi et que ces croquis ne correspondaient pas finalement à ce qu'il avait indiqué, mais que ça correspondait respectivement à un coin de champignons et à un coin de pêche. Et quand on lui demande pourquoi est-ce qu'il aurait menti, donc il y a ses avocats qui expliquent que potentiellement il aurait pu mentir pour un peu se faire une place au sein de la prison, pour qu'on le laisse un petit peu tranquille, pour qu'on le respecte là-bas. J'essaie vraiment de rester neutre, mais j'avoue que j'ai un peu du mal, en tout cas avec ce point-là. Il y a d'autres recherches de grande envergure qui vont être réalisées, vraiment... Il y a même la présence d'archéologues que je ne connaissais pas, archéologues spécialisés dans le soutien à des opérations judiciaires, donc de l'Institut national de recherche archéologique préventive, ou l'INRAP, qui sont venus de Montauban spécialement, mais ça ne va rien donner. Malgré malheureusement les efforts déployés, ces recherches vont rester vaines. Quatre ans après sa mise en examen et 7 ans après la disparition d'Amandine Estrabot, Guéric Jeannot comparaît aux assises à Albi, dans le Tarn. Donc son procès va débuter le jeudi 8 octobre 2020. On est en pleine période de pandémie mondiale, tout le monde doit porter des masques, ce que déplore un peu Monique, la mère d'Amandine. En effet, pour elle, c'est très important de voir les réactions, le visage de Guéric sur ce qui va être dit, parce que ça peut potentiellement éclairer ou donner des informations. Le non-verbal est très important dans ce type de dossier, dans ce type de procès même, et donc ça aurait pu être très révélateur. Bon, en tout cas, le procès se fait, Guéric, lui, ne cesse de clamer son innocence, on le décrit comme un homme, donc ça c'est plutôt ses collègues de travail, un homme effacé, ponctuel, travailleur, mais d'un autre côté, c'est aussi quelqu'un qui est casanier, solitaire, introverti et timide, sauf quand il boit, parce que lui-même explique selon ses dires qu'il pouvait se comporter comme un con quand il avait bu. Pendant le procès, donc il ne regarde jamais la photo qui est projetée, la photo d'Amandine qui est projetée dans la salle, et quand on lui demande pourquoi est-ce qu'il ne la regarde pas, et quel est son sentiment par rapport à cette photo, il dit que ça ne lui évoque rien du tout. Il paraît vraiment absent de ce procès avec un regard vide. Le plus troublant, c'est la mère de l'accusé, donc Irma, qui va à la barre expliquer que ce qu'elle a dit, en fait elle l'a pas dit. Elle va dire, je cite, c'est pas moi qui ai dit ça aux gendarmes, concernant l'attitude un peu suspecte et étrange de son fils. Elle revient donc totalement sur ce qu'elle avait dit aux enquêteurs. Et là, je vais vous lire la partie du compte-rendu du procès rapporté par France 3 Région concernant ce point, parce que je peux pas mieux l'expliquer que ce qui est expliqué là-dedans. Donc, je cite vraiment cet article. Le président a beau insister, lui dire « Vous savez, madame, ce dossier, il commence avec vous. Le 21 avril 2014, vous êtes allé voir les gendarmes et vous avez dit « Mon fils a des problèmes », alors même qu'à l'époque, votre fils n'était pas soupçonné dans cette affaire. » Le président va lire à haute voix les procès-verbaux de l'époque, les dépositions qu'elle a relues et signées, aussi bien devant les gendarmes que les juges d'instruction,
Rien n'y fait, Irma Vautero est confuse, sans faire dans ses dénégations. Le procureur insiste, les avocats des deux parties aussi. Sans succès, c'est le grand flou. Il y a l'avocat de la famille d'Amandine, Pierre Buisson, qui va dire « N'en faites pas trop, madame, vous êtes en train de démentir tout ce que vous avez dit devant les gendarmes et sous serment. À l'époque, votre fils n'était même pas mis en cause, donc les gendarmes n'ont aucun intérêt à vous inventer des propos. En vous comportant comme ça, vous desservez votre fils. » Donc les avocats de son fils n'auront pas plus de succès, Irma Vautero ne se souvient plus. Je me dis tout simplement qu'elle avait dit des choses sans se rendre compte que ça pouvait incriminer son fils derrière et qu'elle essaye un peu de sauver les meubles. En tout cas, le directeur d'enquête va expliquer lui pendant ce procès, je le cite, « Tous les éléments nous ramènent à Guéric Géano, le fourgon blanc, il correspond physiquement, il a le même pantalon de chantier que décrit par un témoin, il a un lien particulier avec Amandine, une attirance reconnue pour elle, il a la possibilité de s'être rendu chez elle et a révélé des choses à ses codétenus qui ne pouvaient être connues que de lui. » Guéric, d'ailleurs, pendant ce procès, reviendra sur le fait qu'il ne faisait pas de fixette sur Amandine, contrairement à tout ce qui avait été dit, qu'il n'était pas amoureux d'elle et pas spécialement attiré. Et un de ses avocats, Maître Cohen, explique lui qu'il n'y a aucune preuve contre lui, aucun indice, c'est-à-dire pas de traces ADN, rien, pas de corps. Il explique que son client est un peu le coupable par défaut, parce que lorsqu'on a vu que les autres hypothèses n'étaient pas possibles, il a fallu trouver un coupable et que c'était un coupable un petit peu parfait, le coupable tout trouvé, donc le coupable par défaut, et que son client serait victime d'une double incertitude. Car selon lui, à nouveau, il n'y a aucune preuve qu'Amandine ait été enlevée et qu'elle soit décédée à ce jour. En plus, il va dire peut-être qu'elle est tout simplement partie d'elle-même. En effet, elle s'était récemment séparée, elle aurait pu vouloir tout recommencer à zéro, elle n'avait pas vraiment finalement d'attache dans la région. De plus, Maître Cohen explique qu'Amandine était possiblement dépressive et vraisemblablement anorexique, et donc elle ait pu vouloir soit mettre fin à ses jours, ou soit vouloir changer de vie. Les proches de la disparue et surtout sa mère Monique réfutent formellement cette hypothèse. Elle explique qu'elle était fusionnelle avec elle et que si elle avait voulu changer de vie, elle aurait au moins trouvé un moyen de les prévenir et pas de les laisser dans l'incertitude toutes ces années, et surtout pas de laisser quelqu'un se faire accuser de meurtre derrière. Amandine, en plus de ça, avait vraiment plein de projets. Elle aimait la vie, elle voulait reprendre des études pour devenir orthophoniste, elle voulait acheter une voiture et même si elle s'était récemment séparée, elle voulait créer sa propre famille. Finalement, à l'issue de ce procès, Guéric va être reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés le 14 octobre 2020 et tenez-vous bien, va être condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Enfin, justice lui est rendue. Depuis que j'attends ça, c'est que ça vient. 7 ans de douleur. C'est la fin du cauchemar aujourd'hui, Monique. Oui, c'est la fin du cauchemar. Il va évidemment faire appel de la décision et un deuxième procès va s'ouvrir le 15 novembre 2021, donc à peu près un an plus tard, à la cour d'assises d'appel de la Haute-Garonne à Toulouse cette fois-ci. Donc la défense explique qu'il n'y a aucune preuve contre leur client et à ce moment-là, Maître Cohen va faire référence à un autre cas de disparition similaire de la région, la disparue du Tarn dont tout le monde parle depuis décembre 2020, vous savez de qui je vais parler, de Delphine Jubilard, qui disparaît effectivement dans des conditions mystérieuses à Cagnac-les-Mines, qui est situé à seulement 50 km du lieu de la disparition d'Amandine Estrabon. Il exprime ses interrogations sur un possible tueur qui pourrait circuler dans la région. De son côté, l'accusation va énumérer à nouveau les éléments à charge, les traces de lutte derrière la maison, les trous dans l'emploi du temps, la présence du fourgon blanc, les mensonges concernant la connexion le soir même à la PlayStation 3, sa consommation excessive et problématique de contenu, parce que je vous ai pas tout dit, effectivement il y avait une consommation excessive de contenu à caractère sexuel pour adultes, mais également pédographique et zoophile, donc vraiment très problématique. L'avocat général va donc évoquer le scénario suivant. Donc pour lui, c'est un crime d'opportunité sans préméditation. Guéric et Amandine se croisent par hasard, il la raccompagne chez elle, il rentre pour voir les problèmes d'infiltration de son domicile, s'ensuit derrière un possible viol. Peut-être qu'il a eu
une pulsion qu'il n'a pas pu contrôler, due peut-être à sa consommation excessive et problématique de contenu à caractère sexuel, puis derrière un meurtre, et enfin il aurait fini par enterrer ou dissimuler le corps de la disparue. Si le corps a été enterré, ça n'a pas pu se faire bien loin, ça a dû se faire dans un périmètre assez limité autour du lieu du domicile, puisqu'il est quand même de retour chez sa mère en début de soirée. Donc il aurait eu un peu plus d'une heure et demie pour camoufler le corps, sauf s'il avait tué Amandine, qu'il avait laissée chez elle et qu'il était revenu dans la soirée pour s'en débarrasser, comme on peut le voir par rapport à la non-connexion sur sa PlayStation 3 par exemple, et peut-être que sa mère l'avait couvert en disant qu'il était revenu chez elle ce soir-là, mais bon, dans le doute, on va dire que potentiellement il a eu une heure et demie pour se débarrasser du corps, et peut-être derrière il était revenu ensuite sur les lieux plus tard pour peut-être mieux le dissimuler. Cette hypothèse coïncide donc avec le travail des équipes cynophiles et des chiens qui vont perdre la trace d'Amandine dès qu'ils sortent de son jardin, ce qui colle avec le fait qu'elle ait potentiellement pu être transportée dans un véhicule. Alors de plus, on a quand même beaucoup de forêts, de terrains très accidentés, de carrières de granit qui entourent Roquecourbe et la région. Guéric connaît très bien tout cet environnement. En plus de ça, il était granitier, comme je vous l'expliquais, pêcheur et ramasseur de champignons, il doit donc connaître beaucoup de caches dans le coin. Bien que les recherches d'ailleurs sur place n'aient rien donné, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas dissimulée quelque part, puisque on le sait très bien et ça a pu être prouvé à plusieurs reprises, des fois les recherches passent malheureusement à côté des corps. Les proches d'Amandine espéraient vraiment que Guéric parle lors de ce deuxième procès, qui disent enfin ce qu'il a fait de la disparue, de la jeune trentenaire. Pour moi, c'est primordial, au-delà de cette culpabilité qui a été reconnue, c'est qu'ils nous disent où il a mis le corps, qu'il avoue, et qu'on puisse enfin avoir une paix qu'on a tant méritée. Malheureusement, il ne dira rien, à part dire qu'il n'est pas impliqué dans sa disparition et qu'il ne l'a pas tué. Le 19 novembre 2021, à l'issue de ce deuxième procès, du procès en appel, Guéric Jeannot va à nouveau être reconnu coupable et sera condamné à nouveau à 30 ans de réclusion criminelle. La défense ne comprend pas cette décision. Pour les avocats de Guéric, l'institution judiciaire s'est trompée et sur la culpabilité et sur la peine à imposer. Normalement, le doute doit profiter à l'accusé et son client aurait dû, selon Maître Cohen, être acquitté. Alors que la famille pensait en avoir fini avec ses épreuves des procès et pouvoir enfin passer à autre chose, en tout cas essayer d'avancer autant que faire se peut, il y a quelque chose qui est pour moi assez grave dans ce type de dossier qui va arriver. C'est-à-dire que le verdict du deuxième procès est cassé en 2022 pour vice de procédure. En effet, le président de la cour d'assises avait mal rédigé l'arrêt et il manquait un mot dans les infractions retenues. Et donc là, on a l'avocat de la famille d'Amandine, Maître Pierre Dubuisson, qui va s'exprimer et qui va dire que c'est évidemment affreux pour la famille. Et de son côté, Monique Cyr va expliquer, je cite, « On va subir ce troisième procès et entendre à nouveau par ses avocats des horreurs sur ma fille. C'est inhumain, tout ça pour un mot qui manque. » Et c'est donc dans ce cadre-là qu'un troisième procès s'est tenu en janvier 2024, donc l'année dernière, à la cour d'assises de Montauban, dans le Tarn-et-Garonne. Guéric, à nouveau, va se déclarer innocent, la même rengaine. L'accusé va être à ce moment-là âgé de 35 ans et pour la troisième fois va être condamné et reconnu coupable de viol et meurtre sur la personne d'Amandine Estrabo et va à nouveau prendre 30 ans de réclusion criminelle. Et donc ça, plus de 10 ans après la disparition d'Amandine. Guéric Jeannot va se pourvoir en cassation, c'est-à-dire qu'il va espérer que le verdict de ce troisième procès va être cassé pour en refaire un nouveau. Heureusement, la Cour de cassation a rendu son verdict et a refusé ce pourvoi en cassation. Tenez-vous bien, le 5 février 2025. Vraiment, ça dure tellement sur la longueur. J'ai vu une vidéo, on voit à quel point Monique Cyr, la mère d'Amandine, semble soulagée. Quel soulagement de pouvoir enfin baisser nos armes. Monique Cyr redoutait plus que tout au monde un quatrième procès face à Guéric Jeannot, le meurtrier de sa fille Amandine. Enfin, ça y est, il est officiellement et définitivement condamné. Il est coupable du viol et du meurtre d'Amandine Estrabo et il en a pour 30 ans de réclusion criminelle. Alors,
sauf si évidemment on retrouve le corps et qu'on se rend compte qu'il y a un autre ADN et que c'est un autre homme. Évidemment, s'il y a d'autres éléments qui viennent appuyer une autre culpabilité, on en reparlera, mais aujourd'hui c'est officiel, c'est Guéric Géano, le coupable de la disparition d'Amandine Estrabot. Maître Pierre Dubuisson va expliquer quelque chose de réel. Il va dire « Aucun dossier criminel français ne s'est jamais soldé par 3 condamnations à 30 ans de réclusion criminelle dans une affaire sans corps, sans aveu, sans une goutte de sang et sans ADN. Cette 3e décision exceptionnelle vient balayer définitivement l'idée répandue chez certains criminels qu'il suffit de faire disparaître un corps pour être acquitté devant une cour d'assises. » Cette triste affaire a créé 2 camps dans l'opinion publique, mais également à Roquecourbe. Il y a ceux qui sont persuadés que Guéric Géano est coupable et ceux qui croient en son innocence. D'ailleurs, pendant un temps, il y a eu une page Facebook de soutien à Guéric qui a régulièrement été alimentée jusqu'au procès en 2021. Il en est de même d'ailleurs des pages de soutien comme ça pour le cas de Cédric Jubilard. Donc vous savez, lui, il est accusé d'avoir fait disparaître sa femme Delphine Jubilard en décembre 2020. Et il y a beaucoup de personnes qui le soutiennent parce que il n'y a aucune preuve concrète qui le relie à la disparition de sa femme. Et lui aussi, il est mis en examen dans le cadre de la disparition de sa femme et il est placé en détention provisoire. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit parce que lui, il a fait de nombreuses demandes de remise en liberté, Cédric, ça n'a jamais été accepté, mais Guéric, lui, n'a jamais fait de demande en attendant son procès, donc c'est vrai que c'est assez étrange, on va dire. Donc on a, pareil, Cédric qui va avoir en novembre 2025 un procès très certainement pour l'enlèvement, le meurtre, le recel de cadavres de sa femme. Et en fait, on a seulement dans ce type de dossier, comme pour le dossier de Laure Zacchello que je vous ai traité sur ma chaîne très récemment, un faisceau d'indices graves et concordants qui font qu'aujourd'hui, on peut condamner des personnes alors qu'il n'y a aucune preuve, on va dire, qui les relie directement, donc aucun élément concret. Donc pour Maître Cohen, l'avocat de Guéric Géano, je cite « Notre conviction profonde est qu'il ne peut pas être l'auteur des faits. Personne aujourd'hui n'est en mesure d'affirmer qu'Amandine Estrabot a été victime d'un acte criminel. » Pour certains, c'est une décision juste, rendue au nom de la vérité judiciaire sur la base d'éléments suffisamment grave et concordant. Pour d'autres, c'est une condamnation fragile, voire inquiétante, car prononcée en l'absence de preuves matérielles et sans corps, ce qui laisse planer quand même un doute sur la solidité du dossier. Ce type d'affaire pose une question fondamentale. Peut-on condamner quelqu'un sans aveu, sans preuve scientifique et sans avoir retrouvé la victime ? La réponse de la justice est oui, à condition que les éléments réunis forment un ensemble cohérent, convaincant et qu'ils écartent raisonnablement le doute. Comme je vous le dis, c'est aujourd'hui ce qu'on appelle un faisceau d'indices graves et concordants qui est reconnu en droit français, mais évidemment ce seuil reste subjectif et divise profondément l'opinion publique. Alors c'était une assez longue vidéo, c'était un dossier que j'avais traité mais pas aussi profondément il y a plusieurs années maintenant, mais pas sur cette chaîne non plus. Donc je voulais vraiment revenir sur tous les derniers procès qu'il y a eu, les derniers rebondissements. Il y a quand même 3 procès où il a été reconnu coupable, 30 ans de prison, sans preuve, sans corps, sans aveu, sans rien. Ça veut dire que nous, on n'y était pas, ça veut dire qu'il devait y avoir suffisamment d'éléments graves, concordants, en tout cas de doute pour qu'il soit reconnu coupable. Après, je comprends aussi, ça fait peur parce que vraiment, si demain on prouve qu'il n'est pas impliqué, c'est une grosse erreur judiciaire et ça prouve aussi que la justice peut se tromper. Donc c'est vrai que je comprends qu'il y a des personnes qui se posent des questions raisonnablement sur ce point. Après, la justice a tranché, il est coupable du meurtre et d'Amandine Estrabot. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je remercie à nouveau BetterHelp d'avoir sponsorisé cette vidéo. J'espère que c'est une vidéo qui vous aura appris pas mal de choses. On se retrouve soit la semaine prochaine pour une prochaine vidéo de disparition ou directement, vous pouvez retrouver les coulisses de mon travail sur la chaîne Les coulisses de Marine B. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches.